Bon, bonjour à tous et merci aux organisateurs de me donner la possibilité de réveiller tout le monde ce matin avec une présentation de quelques voies de signalisation qui sont importantes pour la formation des vaisseaux sanguins et leur maintenance. Donc, je vais commencer par une brève introduction sur qu'est-ce que l'angiogénèse et pourquoi on a besoin de vaisseaux sanguins. Donc, bien sûr, les vaisseaux sanguins, ça apporte les nutriments et l'oxygène au tissu. Et lorsqu'il y a une hypoxie, lorsque le tissu détecte un manque d'oxygène, il va sécréter un facteur de croissance qui est très important, le VEGF, le Vascular Endothelial Growth Factor. Et ça a pour effet de créer des nouveaux vaisseaux, ce qui permet d'apporter l'oxygène, et de ce fait, il n'y a plus le gradient de VEGF. Donc, l'angiogénèse, c'est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux sanguins existants. Et dans mon topo, je vais surtout parler des cellules endothéliales. Il y a plusieurs couches de cellules dans un vaisseau sanguin, mais les cellules qui nous intéressent le plus sont les cellules endothéliales parce que c'est vraiment elles qui permettent au vaisseau de se former. Et se forme par bourgeonnement, l'angiogénèse par bourgeonnement. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle une type cell, donc une cellule de pointe qui va migrer dans le tissu en suivant le gradient de VEGF. Derrière, on a des stalk cells qui sont les cellules qui prolifèrent pour commencer à construire ce nouveau vaisseau. Et après, on a besoin que le vaisseau se stabilise. Donc, on a ce qu'on appelle les phalanx cells. Les cellules deviennent quiescentes. Il y a un recouvrement de cellules de musculis. Et tout ceci se fait avec différents facteurs, dont certains sont dits pro-angiogéniques, d'autres des facteurs de quiescence, et on a souvent cette image de balance pour équilibrer la formation et la maintenance des vaisseaux sanguins. Donc, en sciences fondamentales, on utilise beaucoup le modèle d'angiogénèse de la rétine pour étudier les vaisseaux sanguins. Donc, pourquoi? Parce qu'à la naissance, la rétine des souriceaux qu'on voit ici, elle n'a pas de vaisseau sanguin. Et pendant la première semaine après la naissance, il y a un réseau sanguin qui se forme avec vraiment artères, veines, capillaires et puis ces fameuses types cell. Donc, c'est un moyen d'étude très facile pour nous pour suivre, lorsqu'on a des souris invalidées pour certains gènes, à quoi sert ce gène dans la formation des vaisseaux sanguins. Donc, je vais vous montrer beaucoup d'images de rétine. Et donc, comme je l'ai dit, la première voie de signalisation qui a été vraiment caractérisée, c'est la voie du VEGF qui permet donc de créer ces types cells. Donc, le VEGF, c'est un facteur de croissance qui se lie à son récepteur, VEGFR2, qui est un tyrosine kinase, et qui, derrière, va activer plusieurs voies de signalisation, donc les voies des MAP kinases, notamment la voie ERK ou P38, mais aussi la voie P3 kinase AKT, dont on va parler, je pense, beaucoup aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne la voie ERK, on sait que c'est très important pour la formation des types cells, pour la migration de cellules endothéliales et leur prolifération. Et d'ailleurs, lorsqu'on invalide le récepteur VEGFR2, donc on commence par des rétines, là vous avez une rétine contrôle, vous voyez que quand on invalide le récepteur VEGFR2, vous avez une forte diminution de la formation des vaisseaux sanguins, il n'y a plus de bourgeonnement au front, on n'a plus ces types cells. Et c'est un petit peu la même chose lorsqu'on inhibe la voie ERK, où vous voyez qu'il n'y a plus cette formation des types cells, là ça devient vraiment lisse, le front, et on a une réduction de l'angiogénèse. Mais ensuite, une fois donc que les vaisseaux, donc il y a eu la migration, la prolifération, ce qui est important, c'est que la prolifération s'arrête, qu'il y ait une stabilisation des vaisseaux. Et une des voies importantes pour cette stabilisation, c'est la voie des BMP, avec notamment le récepteur ALK1, qui lie deux BMP qui circulent dans le sang, BMP9, BMP10. Et là, il va y avoir une inhibition de la prolifération et de la migration des cellules endothéliales. Et d'ailleurs, si on enlève les ligands, donc BMP9, BMP10 dans un modèle de la rétine, vous voyez qu'il y a une très forte augmentation des vaisseaux sanguins parce qu'on a enlevé ce frein de l'angiogénèse. Et c'est la même chose lorsqu'on enlève soit ALK1, donc ici, soit l'endocrine qui est le co-récepteur, où on a une augmentation de l'angiogénèse et en plus on a des shunts artério-veineux qui ressemblent à certaines malformations vasculaires qu'on peut trouver chez des patients. Il y a aussi un défaut de recouvrement. Donc, comme je vous ai dit, les vaisseaux sanguins, il y a plusieurs couches. Il y a les cellules endothéliales et puis au-dessus, il y a les cellules de musculis ou les péricytes. Et lorsqu'on perd le récepteur ALK1, on voit qu'il y a un défaut de recouvrement en cellules de musculis. Donc, les cellules de musculis, elles sont en blanc. Et vous voyez que quand on enlève ALK1 ou les ligands, on a moins de ces cellules de musculis, ce qui veut dire que le vaisseau sera plus fragile et plus prompt à se rompre.
qui peut donc causer des hémorragies. Une troisième voie que je voulais vous présenter, c'est la voie des angiopoïétines. Donc, une fois que les cellules endothéliales ont cessé de proliférer, elles commencent à se recouvrir en cellules du muscle lisse. Et ces deux muscles lisses, elles sécrètent un facteur qui s'appelle l'angiopoïétine 1, qui se lie sur son récepteur, qui est taille 2. Et c'est un récepteur qui va activer principalement la voie P3 kinase AKT, donc avec d'abord une phosphorylation d'un lipide, et puis ensuite une voie plus classique où il y a des phosphorylations en cascade de protéines. Et la voie KT, elle est très importante pour la survie des cellules endothéliales, l'établissement de jonctions cellulaires, et puis la couverture en péricyte. Et d'ailleurs, si on invalide taille 2, donc que ce soit in vivo ou in vitro, on voit qu'on a les jonctions entre les cellules endothéliales, donc, qui sont marquées là par la VE-cadérine, sont grandement affectées. Donc, on aura des vaisseaux qui seront moins jointifs, qui seront plus à même de se rompre. Et on a également, donc là, c'est la claudine 5, c'est une autre protéine de jonction entre les cellules endothéliales. Et on a aussi un défaut de recouvrement en cellules de muscle lisse. Donc, on aura vraiment des vaisseaux plus fragiles. Alors, il y a un inhibiteur naturel dans les cellules endothéliales de cette voie, qui est la phosphatase PTEN. En fait, quand le récepteur est activé, la première partie de cette voie, c'est une phosphorylation d'un lipide, donc le PIP2 en PIP3 par la PI3 kinase. Et PTEN, c'est une phosphatase qui va enlever cette phosphorylation du lipide et qui va bloquer cette voie. Et si on enlève cet inhibiteur dans les souris, vous voyez qu'il y a bien une augmentation de l'angiogénèse, comme on pouvait s'y attendre, puisqu'on a suractivé la voie PI3 kinase AKT. Et inversement, si on surexprime donc, dans des souris transgéniques la phosphatase PTEN, on va avoir une réduction de l'angiogénèse. Une autre étude, en fait, avait fait une autre stratégie. Donc, la PI3 kinase, elle a deux sous-unités. Si on fait une mutation de la PI3KCA, et on a une voie qui devient constitutivement active. Et vous voyez que c'est un phénotype assez dramatique, puisqu'on a une énorme augmentation de la densité des vaisseaux sanguins. On a même presque plus à distinguer vraiment les vaisseaux sanguins. On a un amas de cellules endothéliales. On a une très forte prolifération des cellules endothéliales et on a un défaut de recouvrement en péricyte. Donc, ces cellules du muscle lisse qui sont marquées par NG2 en vert, vous voyez que dans les souris transgéniques, il n'y a quasiment plus de couverture. Donc, on a vraiment une formation de vaisseaux sanguins qui est totalement anormale. Et il y a une étude assez récente du groupe de Gropera dans les mêmes souris. Vous voyez quand on surexprime cette PI3 kinase qui est constitutivement active, et il y a une augmentation de l'angiogénèse qui est très forte. Ils ont testé un inhibiteur d'AKT, donc qui est downstream à la PI3 kinase, et ils ont réussi à faire quelque chose qui ressemble à une normalisation. Ce n'est pas totalement normalisé, mais c'est quand même bien normalisé par rapport aux souris injectées avec le contrôle. Et la dernière voie de signalisation que je vais vous parler, c'est les voies éphrines, surtout FB4 et RASA1. Donc, les voies éphrines, ce qui est rigolo, c'est que c'est entre deux cellules endothéliales voisines que ça se passe. Il y a le ligand, qui est éphrine B2, qui est surtout exprimé dans les cellules endothéliales artérielles. Et le récepteur, c'est FB4, qui est exprimé plus dans les cellules endothéliales veineuses. Et lorsqu'il y a une liaison du ligand et de son récepteur, il y a une phosphorylation d'FB4 qui va libérer RASA1. Et RASA1, c'est un inhibiteur de la voie RAS, donc PI3 kinase AKT en dessous et la voie ERK. Et lorsqu'on inhibe RASA1, donc là, ils ont injecté des siRNA dans des souris, vous voyez qu'il y a une augmentation de la densité vasculaire, ce qu'on peut attendre puisqu'on a enlevé un frein au niveau de l'angiogénèse. Donc, si j'essaie de résumer un petit peu toutes les voies que je vous ai montrées, voir comment elles se croisent, on a la voie du VEGF qui active la voie ERK et la voie AKT. Vous avez l'angiopoïétine 1 qui active également la voie PI3 kinase AKT. Et par contre, on a la voie des BMP qui a un effet opposé, puisqu'elle permet de suractiver PTEN, qui est l'inhibiteur de la voie PI3 kinase AKT.
Et puis, il y a aussi une surexpression du récepteur VEGFR1. Et alors, VEGFR1, c'est un récepteur qui lie le ligand, mais qui ne transmet pas de signal. Donc, ça va avoir un effet plutôt inhibiteur sur la voie du VEGF. Et vous avez la voie des éphrines qui, elle, permet d'activer RASA1, qui est aussi un inhibiteur. Donc, on voit qu'au niveau des vaisseaux sanguins, on a une espèce d'équilibre dans les cellules endothéliales qui doit se faire entre les voies activatrices et les freins. Et c'est très important d'avoir vraiment cet équilibre avec l'activation des bonnes voies au bon moment, au bon niveau. Et chez les patients donc, qui ont des malformations vasculaires, il y a un équilibre qui est rompu. Donc, par exemple, lorsqu'on a une mutation, perte de fonction de ALK1 ou d'endobline, on va avoir moins de VEGFR1, ce qui veut dire que le ligand sera plus accessible pour VEGFR2 et ça va augmenter toute la signalisation P3 kinase AKT et ERK. On a aussi une diminution de l'activation de PTEN, donc ce frein. Donc, on a à nouveau une boucle qui va activer PI3 kinase AKT. Et c'est ce qu'on retrouve dans les malades de rendu ossellaire, HHT. C'est le modèle pour l'instant, en tout cas, qu'on a de signalisation. Lorsqu'on a par contre une mutation gain de fonction, cette fois-ci, donc le récepteur sera suractif au niveau de taille 2, on va avoir donc une augmentation de l'activité. On a aussi des mutations de la PI3 kinase, mais là aussi c'est gain de fonction, donc on va avoir une suractivation de la voie AKT. Et c'est ce qu'on trouve dans les malformations veineuses et aussi les malformations lymphatiques. Et enfin, il y a des patients qui ont une mutation perte de fonction d'FB4 ou une mutation de perte de fonction aussi de RASA1. Et là, c'est un peu comme pour HHT, c'est un frein qu'on perd et on va avoir une augmentation des voies de signalisation. Et c'est ce qu'on trouve dans les malformations capillaires. Et des symptômes assez HHT-like, il y a justement Sophie et Alexandre qui ont publié il n'y a pas très longtemps que des patients mutés FB4 avaient des manifestations hépatiques qui sont assez proches des malades rendus ossellaires. Donc, si je fais un résumé avec tout ce qui peut mal se passer dans la cellule endothéliale lorsqu'il y a des mutations, on se rend compte qu'il y a quand même une voie de signalisation qui revient très régulièrement, c'est la voie PI3 kinase AKT qui serait suractivée dans tous les types de malformations vasculaires. Alors, je ne pense pas qu'elle explique toutes les malformations, parce que comme chaque pathologie a des malformations différentes, mais elle est une cible quand même qui devient intéressante. Et je pense qu'il y aura pas mal de présentations aujourd'hui sur des thérapies qui visent à bloquer la voie PI3 kinase AKT. Donc, en résumé, pour faire des vaisseaux sanguins qui fonctionnent, il faut d'abord qu'il y ait une type cell qui soit créée. Donc là, il faut qu'il y ait des facteurs de croissance. Donc, je vous ai parlé du VEGF, il y a aussi le FGF2. Hein, c'est à peu près pareil dans le sens où il lie un récepteur tyrosine kinase et c'est les mêmes voies de signalisation derrière. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de la voie Notch, mais c'est important qu'il n'y ait qu'une seule type cell dans le bourgeon, sinon les vaisseaux partent dans tous les sens et ce n'est pas fonctionnel. Donc la voie Notch, elle est un petit frein sur la voie du VEGF, ce qui fait qu'on passe sous un seuil où on n'aura plus la formation de type cell, mais on aura toujours la prolifération des cellules endothéliales derrière. Et puis ensuite, quand le vaisseau a atteint l'endroit où il doit aller, il faut vraiment arrêter la prolifération. Là, on a la voie des BMP qui induisent l'acquiescence et la voie de l'angiopoïétine qui ensuite permet vraiment un recouvrement des cellules muscles lisses et des jonctions serrées entre les cellules endothéliales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment pour faire des vaisseaux sanguins fonctionnels, il y a vraiment la dose de chaque voie de signalisation critique et aussi la temporalité. Il faut la bonne dose au bon moment. Et j'en ai fini en un quart d'heure. Donc oui, je vais remercier donc, tous les membres de mon équipe. Donc, elle est dirigée par Sabine Bailly. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, merci beaucoup. Donc, on a 2 minutes de questions, si on veut rester dans le timing. Donc, Laurent, oui, tu as un micro à ta gauche. Il y a globuline. Où est-ce que globuline se retrouve? Parce qu'on a des patients qui ont effectivement des malformations globulveineuses qui sont de temps en temps très indolentes. On ne sait pas comment les freiner. Est-ce qu'il y a des anti-angiogéniques? Donc, est-ce que globuline intervient quelque part dans ce point? Je ne connais pas cette protéine. Globuline, je n'ai jamais entendu parler. Désolé. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Sabine, si tu... Non, non plus. Philippe, non.
Ah, oui, il n'y a pas grand-chose qui est connu. D'accord. C'est un gène qu'on a identifié il y a quelques années comme étant à cause de l'information gloméruleuse. C'est pour ça qu'on l'a appelé gloméruline. Il n'y a pas grand-chose qui est connu sur cette molécule. J'ai quelques patients, d'ailleurs, dans notre midterm de base, on a quelques patients qu'on a traités par sirolimus avec une amélioration, une diminution des symptômes, une légère diminution de la coloration aussi. Et donc, ils sont. Est-ce que ça intéresse par rapport à la simulation? Mais il n'y a personne qui l'utilise pour le moment, donc je ne sais pas. Bon, il y a besoin de chercheurs. Question, merci Laurent. Voilà, du travail sur la globuline. Est-ce qu'il y a d'autres